Non. Voter, élire, être élu, on ne parle le plus souvent du régime démocratique que sous l'angle des rapports de force qui s'expriment en son sein, rarement des soubassements nécessaires à l'exercice de sa propre liberté de citoyen. Une société ne peut rester libre si ses élites n'ont pas bénéficié d'une formation suffisante aux humanités, qui en France sont plutôt sacrifiées. La vie ne se réduit pas aux maths, au management, à l'économie. Notre cerveau lui-même se développe différemment selon la manière dont on le sollicite. Donc, vous voyez que le sujet des élections législatives, on le prend très en amont et de manière culturelle, et puis du point de vue de l'enseignement. Cette thèse, la thèse que je viens d'exposer, est donc développée par un philosophe et un sociologue italien de renom, Enzo Di Gnosio, dont Philippe Nemo, qui est avec nous, philosophe également, spécialiste des idées politiques, a traduit et présenté l'ouvrage qui est sorti aux presses universitaires de France sous ce titre « Pourquoi les humanités sauveront la démocratie ?» Et cette thèse m'a donc intrigué et j'ai voulu en savoir davantage. Et Philippe Nemo est là pour nous l'expliquer, ainsi qu'Enzo Di Gnosio, qui est en direct avec nous d'Italie. Bonjour Philippe Nemo. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et je remercie également Enzo Di Gnosio. Bonjour Enzo Di Gnosio. Bonjour. Vous enseignez dans plusieurs universités italiennes et donc c'est vous qui êtes l'auteur, qui avez commis cet ouvrage de réflexion qui nous emmène sur le terrain des humanités. Je pose d'abord la question, je vous pose la question Philippe Nemo d'abord. Quand on parle d'humanité, de quoi parle-t-on précisément ? Monsieur Di Gnosio parle de cultura humanistica, ce qui n'est pas traduisible en français parce que le mot humanistique existe en français, mais il désigne une forme de graphie de lettres minuscules. Donc en fait, on pourrait traduire culture humaniste, mais ça serait réducteur parce que Enzo Di Gnosio entend par là à la fois ce qu'on appelle en français les humanités et les sciences humaines. Alors, et les humanités n'aiment pas trop être assimilées à des sciences humaines, et les sciences humaines n'aiment pas trop être assimilées à des humanités, parce que les sciences humaines, du moins celles qui sont dans la lignée d'Auguste Comte et qui ont comme modèle les sciences de la nature, cherchent des lois. La sociologie cherche s'il y a des lois sociales. Alors que les humanités s'intéressent à des singularités. Les humanités, c'est la philologie, c'est l'étude des langues anciennes et modernes, c'est l'histoire, c'est la philosophie, Mais c'est enseigné tout ça. C'est l'étude de la littérature. Ah d'accord, c'est enseigné, heureusement, mais ça ne l'est pas très bien. Enfin, ça nous ramène au problème de l'école en France et ailleurs, qui est un autre débat. Mais surtout, il y a des tendances aujourd'hui à privilégier plutôt une culture scientifique et économique, si vous voulez, comme si les humanités étaient une vieillerie, pour certaines parties des élites qui ont du temps de reste à consacrer à ce luxe, mais qui ne serait pas indispensable pour les hommes qui vont vivre dans l'économie moderne et dans la société moderne. Or, mais le latin et le grec, ça fait partie des humanités, mais ça ne se borne pas à ça. Il faut dire que les humanités ne se bornent pas au latin et oui, au grec. C'est ça. C'est ce que vous nous dites. Alors, écoutez, il faut préciser quand même. D'abord, je voudrais dire que le livre de Monsieur Di Gnosio est extrêmement important. Ça fait partie de toute cette haute culture italienne qui est pas assez connue en France. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire traduire ce livre et que je l'ai traduit d'ailleurs moi-même. Et Monsieur Di Gnosio est à la fois sociologue et philosophe. Il fait partie de l'école italienne animée par un très grand esprit qui est Dario Antiseri, qui était lui-même un grand ami de Raymond Boudon en France. Donc c'est un peu cette école-là. Et du coup, il a travaillé toute sa vie il est auteur d'une œuvre considérable déjà. Et ce livre est un peu le fruit de toute cette œuvre, puisque il met en scène toutes les connaissances acquises en épistémologie des sciences sociales. Et du coup, le titre italien du livre, c'est I geni invisibili della democrazia, les gènes invisibles de la démocratie. Alors, l'éditeur français n'a pas trop aimé ce titre parce qu'il avait peur que les gens ne comprennent pas. Mais ce que veut dire Di Gnosio, c'est que les humanités font partie de l'ADN de la démocratie. Sans cet ADN, si on supprime cet ADN, l'organisme démocratique vole en éclats. Mais ma question, c'est justement, est-ce que cet ADN est supprimé ou pas ? Aujourd'hui, vous nous dites que non, donc on serait tenté de penser que tout va bien.
tout irait bien si l'école allait bien. Hein. Mais effectivement, vous avez raison, il n'y a pas de condamnation officielle des humanités dans l'école française aujourd'hui. Il y a juste eu, Philippe Nemo, le fait que le latin et le grec sont moins enseignés qu'ils paraissent pour être des matières un petit peu délaissées, c'est ça? Non seulement le latin et le grec, mais les enfants d'aujourd'hui ne font plus du tout d'histoire. Il y a quand même des cours d'histoire, mais vous estimez que ces cours ne sont pas suffisants, pas substantiels? Absolument. Et alors, M. Dinochauve, il va peut-être le dire lui-même. Si vous voulez, il examine, il dit que toutes les disciplines composant ce qu'il appelle la cultura humanistica jouent un rôle dans la vie de la démocratie. La vie de la démocratie, ça consiste à accepter que autrui n'est pas la même opinion que soi. Et puis, ça consiste aussi à résister aux modes, aux pensées uniques, ce qui suppose l'esprit critique. Eh bien, tout ça est bâti par les différentes disciplines. Alors, il y a le livre est divisé en chapitres, un long chapitre sur la philosophie, un chapitre sur l'histoire, un chapitre sur les sciences sociales, un chapitre sur l'économie, mais dites-nous en quoi, un chapitre sur la littérature. Dites-nous en quoi ça permet de résister justement aux idéologies, à l'esprit, parce que c'est le but en fait de votre présence, c'est de dire il faut résister à la pensée unique et il faut exercer librement son esprit de citoyen. Dites-nous en quoi ça favorise cela. Alors, je vous donne un exemple. Je pourrais vous donner autant d'exemples qu'il y a de disciplines, mais si on prend la littérature, chaque fois que vous lisez un roman, d'ailleurs chaque fois que vous contemplez une œuvre d'art, vous êtes intégré dans un monde différent du vôtre. Alors si vous lisez 350 romans, vous aurez vécu pendant votre vie dans 350 mondes. Eh bien cela en soi vous prépare à comprendre que dans la vie démocratique, il y a différents mondes, et que les électeurs qui ne sont pas de votre bord ont aussi une certaine vision des choses. Et donc, vous êtes par la pratique de la littérature, vous êtes amené à être tolérant, c'est-à-dire à comprendre que peut-être ils ont une part de vérité et qu'il ne faut pas écraser leur position par des positions dogmatiques. Et donc, cela appelle à s'accepter mutuellement, en fait. C'est ça un petit peu la leçon, parce que j'aurais été initié à l'altérité des points de vue. Et posez la question à monsieur. Mais on va le faire, justement, puisqu'Enzo D'Ignosio est avec nous. Précisément, expliquez-nous votre intention, Enzo D'Ignosio, en fait, et puis le lien qu'il y a entre la démocratie et les humanités. Oui. Nous devons définir la Alors attendez, vous êtes sur un mode conférence, si vous pouvez juste vous remettre en mode micro pour qu'on vous entende davantage. Vous êtes un petit peu loin. Ah oui? Oui, voilà. Oui. Il faut que vous parliez, vous voyez qu'il faut que vous mettiez en mode... supprimiez le mode conférence pour que le son se rapproche des oreilles de nos auditeurs. Oui. Alors allez-y, parce que... D'accord. Et je crois que nous devons définir la démocratie comme le régime politique de la société ouverte. C'est ça le point de départ pour aborder la question des humanités. Et donc, pour avoir une société ouverte, nous devons avoir une certaine quantité de ressources humanistiques. En particulier, il faut qu'un peuple doit partager des principes. Par exemple, la valeur de la personne humaine, avoir une capacité critique, une autonomie de jugement, avoir la capacité de comprendre les raisons des autres. Donc, les travaux philologiques, l'étude de la philosophie peuvent donner la possibilité de construire les ressources économiques humanistiques. Est-ce qu'en Italie, Enzo D'Ignosio, est-ce qu'en Italie, c'est enseigné différemment? Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence de l'Italie par rapport à la France. Nous avons la tendance à privilégier les connaissances scientifiques et de la technologie, et dans la conviction que les sociétés modernes ont besoin surtout de connaissances scientifiques et technologiques. Ça, c'est vrai, c'est bien sûr, mais c'est moins évident dire qu'il y a besoin même de connaissances humanistiques pour avoir une démocratie.
la démocratie a besoin d'informations critiques. Si nous n'avons pas un certain niveau de formation critique, d'autonomie de jugement par les citoyens démocratiques, il n'est pas possible d'avoir une démocratie. Oui, mais alors justement, je pose la question aussi à Philippe Nemo. On a le sentiment qu'aujourd'hui, les citoyens sont au contraire ultra critiques, puisqu'ils expriment un vote contestataire la plupart du temps, que ce soit à gauche ou à droite, et que donc qu'ils expriment leur libre arbitre démocratique de manière optimale, Philippe Nemo. La critique, c'est pas l'opposition. La critique, c'est le discernement entre le vrai et le faux. Donc, si 50% des citoyens sont enragés contre le régime, ce n'est pas une critique, c'est un sentiment collectif qui ne relève pas de la science. Et ce que je veux dire, c'est que en Italie, tout de même, la situation est un petit peu plus favorable qu'en France parce qu'ils n'ont pas le collège unique. Donc, ils ont encore des lycées classiques. Où précisément les humanités sont très, très étudiées. Par exemple, on fait de la philosophie pendant 3 ans, et par ailleurs, on fait toujours du latin et du grec. Alors, simplement, je voudrais donner 2 exemples de ce développement de l'esprit critique grâce aux humanités. Si vous prenez l'étude des langues, alors c'est de toutes les langues, d'ailleurs, ça peut être le chinois, l'arabe ou tout ce que vous voulez, mais enfin, le latin et le grec ont un privilège. En latin, par exemple, une langue très synthétique, si vous avez 2 phrases de 2 lignes, qui diffèrent simplement par le fait qu'un mot se termine par O ou par A, ça désigne 2 cas différents, et donc deux structures syntaxiques différentes, et les 2 phrases ont un sens complètement différent. Donc si vous n'avez pas remarqué l'importance de ce O et de ce A, vous n'y comprenez rien. Donc le fait de pratiquer... Une lettre change tout. Une lettre change tout. Le détail change tout. L'attention au détail. Et ça s'appelle l'esprit de finesse. Et c'est très développé par la pratique de la grammaire, de la traduction. Je donne un autre exemple. L'histoire. On vit dans une société qui est la plus prospère qui ait jamais existé depuis toujours. Mais les gens qui y vivent sont très mécontents de cette société. Parce que, comme le dit M. Dinocho, il y a un paradoxe des attentes. Plus la société moderne produit de biens et de services, plus les gens envisagent qu'ils pourraient en avoir plus, et ils sont déçus de ne pas les avoir, en quelque sorte. Ça crée des frustrations. Alors, tout ceci peut être géré si les gens sont conscients du fait que la société telle qu'elle est déjà un immense progrès par rapport à auparavant. Mais ils ne peuvent pas en être conscients s'ils ne connaissent pas l'histoire. Et ce qui caractérise beaucoup de pays aujourd'hui, c'est qu'on a complètement fait effondrer la connaissance de l'histoire. On ne sait pas d'où l'on vient. Voilà. Et on ne sait pas qu'en plus de ça, dans l'histoire, tout est possible, comme le dit aussi M. Dinocho. Et par conséquent, on ne se méfie pas des dérives qui pourraient se manifester du fait qu'on rejette, si vous voulez, si on rejette la société actuelle parce qu'elle ne donne pas tout ce qu'on attendait, on risque de noyer le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Hein. On risque de perdre plus que ce qu'on espère gagner. Et comment interprétez-vous donc l'essor, ce qu'on appelle l'essor du populisme? Est-ce que vous l'interprétez comme un recul des humanités, où les gens votent de manière plus instinctive, avec des phénomènes de rejet et d'adhésion qui sont moins réfléchis? Il y a dans ce livre, Pourquoi les humanités sauveront la démocratie, un très beau chapitre sur Internet, hein, sur la rapidité avec laquelle les mauvaises nouvelles, les fake news se répandent sur Internet. Et les gens sont d'autant plus convaincus que ces idées fausses sont vraies qu'ils constatent que beaucoup de gens y croient. Donc c'est absolument typique alors que la vérité ne dépend pas. La vérité n'est pas l'effet d'un vote. La structure de la matière, la science physique n'est pas une chose qu'on met aux voix. Hein. Donc la science progresse par essai et erreur, par théorie hypothétique et ensuite vérification. Hein. Alors que le populisme joue sur la capacité incroyable des idées fausses de se répandre par imitation, en quelque sorte. Donc cet effet, alors c'est lié évidemment à l'existence d'Internet, qui est un outil très excellent en lui-même, mais cet effet fâcheux de déformation de l'opinion par Internet serait moins grand si, à titre individuel, chacun avait un cran d'arrêt, si vous voulez, et devant une idée incroyable, enfin une idée plutôt croyable. Il avait le réflexe de s'interroger comme le jeune latiniste s'interroge sur le O et le A de sa phrase. La profusion d'informations dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne favorise pas l'émergence de l'esprit critique, parce que nous sommes tellement sollicités que nous sommes aussi obligés de travailler sur cette masse d'informations pour distinguer, écarter,
choisir tout le temps. Nous sommes invités à choisir constamment. Alors peut-être que M. Dinocho pourrait le dire, parce qu'il y a un chapitre sur le guide des égarés, sur le... Enzo, dites comment... Mais j'ai posé la question, donc il va répondre, rassurez-vous. Dites comment nous sommes égarés. Est-ce qu'on vous entend, Enzo Dinocho? Oui, d'accord. Et le problème, c'est l'éducation à la complexité. Oui. L'homme démocratique ou les citoyens démocratiques doivent avoir une formation pour faire face à la complexité des sociétés modernes. S'il n'y a pas une suffisante formation à la complexité, nous pouvons avoir une prédisposition pour croire dans les fake news, pour avoir des solutions trop rapides, trop faciles, qui ne sont pas adaptées pour comprendre la complexité des... L'éducation à la complexité. Et peut-être que le populisme, c'est la réponse à la complexité, à l'idée qu'il faut qu'il n'y a pas des instruments très adaptés pour comprendre la complexité. C'est en forme de solution à travers les fake news pour expliquer la complexité. Et les citoyens ont besoin d'une réponse aux problèmes sociaux, économiques, etc. La vie est trop complexe, et donc si c'est trop complexe, j'ai besoin d'une réponse qui soit simple pour que je puisse y adhérer. Oui. Mais Philippe Nemo, allez-y, Enzo Dinocho. Qui peut être partagé par tous les citoyens, qui doivent être compréhensibles, qui peut répondre à des besoins. Mais ça, c'est de la vulgarisation. C'est de la vulgarisation politique. Ça, c'est normal que les politiques fassent ce travail de vulgarisation. C'est une simplification émotionnelle, idéologique, et donc c'est le contraire de ce qui doit être dans la démocratie, c'est-à-dire la compréhension des problèmes, les hypothèses empiriques pour la solution des problèmes. Donc nous devons comprendre que la démocratie est incompatible avec un certain niveau de fake news. Alors, Philippe Nemo... Je suis désolé, Enzo Dinocho, mais on vous entend pas très bien. Alors, je peux pas vous garder si longtemps que ça parce qu'il faut vraiment qu'on puisse comprendre votre message. Et Philippe Nemo, j'avais une question. Pourquoi les humanités sauveront le monde et la démocratie en particulier? Ça, vous estimez que la situation dans laquelle on est, elle est le produit du recul des humanités? C'est ça votre raisonnement? La situation dans laquelle nous sommes est le produit des humanités, puisque tous les grands penseurs de la société moderne possédaient cette formation humaniste. Le monde moderne est dû à tous les gens qui ont inventé la démocratie, qui ont inventé l'esprit critique, justement, qui ont inventé Mais on peut être scientifique et avoir l'esprit critique. Et souvent, les scientifiques de haut niveau sont très bons d'un point de vue littéraire. Moins qu'avant. Le médaille Fields, Laurent Laforgue, a soutenu que la baisse de niveau en mathématiques des élèves français est due à leur baisse de niveau en français. Car on ne peut faire des mathématiques qu'avec un métalangage, qui est le langage naturel, le français. Donc si vous êtes bon en français, vous comprenez les énoncés des problèmes, et ensuite vous êtes capable d'exposer correctement la solution que vous avez trouvée. Si vous n'avez pas le métalangage, vous êtes comme un imbécile devant les formules. Même si vaguement vous comprenez la structure mathématique est en cause, vous êtes incapable de comprendre quelles questions on vous a posées sur cette structure mathématique, et vous êtes incapable aussi d'y répondre. Mais je voulais dire juste un mot sur la complexité, parce que il y a aussi un très beau chapitre dans ce livre « Pourquoi les humanités sauveront la démocratie », qui concerne les sciences sociales. Et vous avez justement des sciences sociales qui ont décrit cette situation de complexité. Et c'est toute la tradition, notamment libérale, avec des penseurs comme Popper ou comme Hayek, et qui ont démontré que les sociétés sont un ordre auto-organisé, un ordre pluraliste, si vous voulez. Les choses se mettent en place, non pas par la décision d'un seul qui impose un ordre à toute la société, mais par des multiples initiatives qui se combinent. Par exemple, personne n'a inventé la démocratie, personne n'a inventé les procédures d'élection. Tout ça a été trouvé par essai et erreur au long des siècles.
Donc si la situation sociale a atteint ce degré de raffinement, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui, c'est le fruit d'un long processus d'évolution culturelle. Du coup, toute désignation d'un bouc émissaire ne tient pas compte de cette complexité. Si la situation sociale à l'instant T est due à l'action de millions de personnes auparavant, et qu'on la trouve insatisfaisante et qu'on veut la changer, il faut changer les règles prudemment, qui ont permis à l'émergence de ces structures de se produire. Mais par contre, si on dit c'est un tel ou un tel, par exemple dans les années 30, à cause de la crise économique épouvantable que le monde a connue à ce moment-là, on a désigné les Juifs comme étant des méchants capitalistes qui ont provoqué cette crise. Mais c'était non seulement criminel, puisque comme la suite l'a montré, mais c'était complètement idiot du point de vue scientifique. Et là, c'est pareil, avec les populismes d'aujourd'hui, il y a toujours des boucs émissaires, que ce soit les immigrés, que ce soit les bourgeois, que ce soit les riches, que ce soit les multinationales. Voilà. Mais sans multinationales, les gens n'auraient pas les chaussures aux pieds, si vous voulez. Hein. Mais ça, ils ne le comprennent pas et ils sont furieux que des gens soient riches. Voilà. Donc ça c'est... Alors, ce genre d'idée a un grand succès parce que ça correspond à un sentiment profond. Et l'art des démagogues, c'est de légitimer ce sentiment profond qui est un sentiment mauvais. Hein, qui est un moins il y a bas. d'humanité, moins il y a d'esprit de finesse, plus il y a de démagogie, Voilà. et plus il y a de réduction à finalement des idées totalement simplistes. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, Philippe Nemo ? que tous les Français soient très cultivés, si vous voulez. Mais déjà, s'il y en avait 20% qui soient très cultivés, ils donneraient le là aux autres. Mais on peut être très cultivé et se tromper complètement, et faire de mauvais choix. Et la plupart du temps, les élites, il y a beaucoup d'élites qui font de très très mauvais choix. Il y a 3 000 milliards de dettes et ce sont des gens très cultivés qui ont creusé le trou de la dette. Peut-être, mais c'est pas parce que je suis cultivé que je vais forcément prendre de bonnes décisions politiques. C'est vrai, c'est même l'inverse. Imaginez ce qui se passerait si les Français avaient le niveau de formation qu'ils avaient au XVIIIe siècle. Oui, mais les élites sont plutôt bien formées, Philippe Nemo, en France. Mais non, elles ne le sont plus. La ruine de l'école française, c'est un autre sujet pour lequel je suis extrêmement mobilisé. J'ai écrit plusieurs livres. Les élites françaises, depuis 40 ans, ne sont plus formées comme elles l'étaient auparavant. Vous me direz qu'auparavant, elles ont fait la guerre. C'était autre chose. Mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, etc., que je vais prendre de bonnes décisions politiques. C'est ça que je veux dire. Surtout pas Sciences Po. Non, mais après, on va pas entrer dans ce genre de considération. Mais ça n'est pas... je ne sais plus qui disait, il y a des gens qui sont pas assez intelligents pour se tromper. D'une certaine façon, c'est pas parce que je suis très intelligent que je ne vais pas me tromper. Je réponds à votre question. Le fascisme et le communisme ont sévi partout en Europe. Il y a des pays qui y ont échappé, parce que précisément, il y avait une aile fasciste, une aile communiste, et puis il y avait au milieu des gens qui votaient de façon plus modérée. Eh bien, les Français ne sont... Alors, je ne parle pas pendant l'occupation, là, ils étaient occupés, donc il y a un régime tout à fait artificiel. Rapidement, il faut se quitter, malheureusement. Voilà, mais les Français ont résisté, enfin, comme les Anglais d'ailleurs, ont résisté à ces tentations démagogiques par un fond de culture. Ça, c'est quand même l'essentiel et ce sera le message que l'on pourra délivrer ce matin. Merci beaucoup, Philippe Nemo. Je rappelle que vous êtes normalien, spécialiste des idées politiques et que vous dirigez l'école professorale de Paris. Vous avez traduit l'ouvrage d'Enzo d'Ignacio, philosophe et sociologue que je remercie également et qui s'appelle « Pourquoi les humanités sauveront la démocratie » au PUF. Merci beaucoup à tous les deux.